Lors de la médiation familiale, mon père a dit, tu te es enrichi injustement. Donne la moitié à ta sœur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché son compte secret et j'ai répondu, parlons de ton enrichissement injuste. Plus précisément, des 432 000 $ que tu as volés. Mes parents m'ont accusé de faire en sorte que ma sœur se sente comme une ratée simplement parce que j'ai acheté un appartement à 26 ans, une chose pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie. Lorsqu'ils m'ont traîné en justice pour essayer de me forcer à donner à ma sœur sa part de ma propriété, ils n'avaient aucune idée que j'étais la seule à connaître l'existence du compte secret qui allait les ruiner. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, depuis quel endroit du monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. J'avais une fièvre de 102 degrés, et je venais de me déconnecter après une journée de travail de 12 heures, la tête battant au rythme du sifflement du radiateur. Je survivais avec du thé tiède et de la pure volonté, recroquevillé sur l'unique fauteuil de mon minuscule studio. C'était l'appartement dans lequel je vivais depuis 4 ans, en économisant chaque dollar superflu. Mes poumons me faisaient mal, une toux profonde et caverneuse me rappelant que je tirais trop sur la corde. Mais le marché était volatile et, en tant qu'analyste junior, prendre un jour de congé maladie ne faisait pas vraiment partie de mon vocabulaire si je voulais progresser. Mon téléphone a vibré sur le sol, l'écran s'illuminant avec une photo de ma mère, Meredith. J'ai souri, un sourire sincère et fatigué. Un appel de maman était probablement exactement ce dont j'avais besoin. J'ai glissé le doigt pour répondre, la voix éraillée. « Salut, maman. »« Alexandra, tu dois arrêter ça, » a-t-elle dit. « Non, bonjour, non. »« Comment vas-tu » Juste ce ton familier et sec de désapprobation immédiate. « Arrêter quoi ?»« Maman, je ne me sens pas bien. » Toute cette histoire d'appartement. Tu es égoïste et tu fais du mal à ta sœur. Tu sais à quel point elle est sensible. La chaleur que j'avais ressentie une seconde auparavant a disparu, remplacée par une pointe de confusion froide et aiguë. Je venais de signer pour un petit appartement d'une chambre dans un quartier convenable de la ville. C'était mon couronnement, l'aboutissement d'une décennie de travail acharné. J'avais commencé à travailler dans un restaurant à 16 ans, j'avais cumulé 3 emplois pendant mes études universitaires pour obtenir mon diplôme sans dette, et je m'étais frayé un chemin dans un programme financier très compétitif. Je n'avais même pas encore emménagé. Les papiers de la vente étaient toujours dans une enveloppe en papier craft sur le comptoir de ma kitchenette. De quoi parles-tu ? J'ai toussé, l'effort en voyant une secousse de douleur dans ma poitrine. J'ai acheté un logement. En quoi cela fait-il du mal à Clara ? Elle est dévastée, Alexandra. Voilà comment. La voix de ma mère s'est élevée, aiguë et indignée. Elle est venue ici en larmes. Le fait que tu parades avec ton grand succès lui donne l'impression d'être un échec complet et total. Elle est une artiste. Elle a un chemin différent. Toi, avec tes feuilles de calcul et tes chiffres, tu ne comprendrais pas cela. Je me suis redressé, la pièce tournoyant. Parader ? Maman, j'ai envoyé un seul message sur le groupe de discussion familiale. Je ne l'ai même pas encore dit à mes amis. Je voulais juste partager la bonne nouvelle. Eh bien, ta bonne nouvelle a des conséquences, a-t-elle rétorqué. Ton père et moi en discutions justement. Ce n'est pas juste. Une crainte glaciale, plus lourde que la grippe, a commencé à s'installer dans mon estomac. Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Que tu aies cet atout, et que Clara n'ait rien. Elle galère. Elle a besoin de soutien. Nous lui donnons ce que nous pouvons, mais ton père approche de la retraite. Nous avons pensé, eh bien, nous attendons de toi que tu fasses ce qu'il faut. J'étais complètement perdu. La fièvre rendait difficile le suivi de sa logique. Maman, quel est ce qu'il faut faire ? Que me demandes-tu ? Il y a eu une pause, puis j'ai entendu mon père, Richard, s'éclaircir la gorge en arrière-plan. Sa voix a résonné sur la ligne, calme et autoritaire. Il était associé principal dans un cabinet comptable. Il avait l'habitude de donner des ordres. Alexandra, a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Ta mère a raison. Cet achat était impulsif et inconsidéré. Nous avons parlé avec Clara, et nous avons décidé d'une solution équitable. Nous avons besoin que tu ajoutes le nom de Clara sur l'acte de propriété de ton nouvel appartement.
J'ai cessé de respirer. Le seul son dans le minuscule appartement était le tic-tac de l'horloge au mur. Quoi? C'est la seule solution équitable, a-t-il poursuivi, comme s'il expliquait une simple déduction fiscale. Tu auras un copropriétaire et elle aura la sécurité d'un actif. Cela mettra tout le monde sur un pied d'égalité. Elle pourra y vivre avec toi, ou tu pourras racheter sa moitié quand tu en seras capable. Nous pouvons préparer les papiers. J'étais trop stupéfaite pour être en colère. J'étais trop malade pour crier. Tout ce que je ressentais était un profond et vide sentiment de trahison. Il ne me félicitait pas. Il confisquait le travail de ma vie. Non, ai-je chuchoté. Ma voix était faible, mais le mot était absolu. Que as-tu dit? La voix de mon père s'est durcie. Non, ai-je répété, plus fort cette fois, bien que cela m'ait provoqué une autre quinte de tout. Je ne ferai pas ça. C'est mon appartement. Je l'ai payé. J'ai travaillé pour l'avoir. Clara n'a rien fait. Espèce d'ingrate, a commencé ma mère, mais mon père l'a coupé. Je vois, a-t-il dit, sa voix dangereusement calme. Tu vas être difficile. Tu as toujours été tellement concentré sur toi-même. Bien. Si tu ne veux pas être raisonnable, Alexandra, nous te forcerons à l'être. Tu as oublié à qui tu as affaire. La ligne a été coupée. Je suis restée assise dans le noir, le téléphone à la main, le corps tremblant à cause de la fièvre et d'une soudaine clarté terrifiante. Ils n'étaient pas seulement jaloux, ils étaient sérieux. J'ai regardé l'enveloppe en papier craft et les clés posées dessus. J'avais cumulé 3 emplois depuis l'âge de 16 ans, payé mes propres études universitaires, et acheté un appartement à 26 ans, toute seule. Et ma famille, les personnes qui étaient censées être les plus fières de moi, étaient sur le point de déclarer la guerre. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Les 3 jours suivants ont été un flou de maladie et d'anxiété. La fièvre a fini par tomber, me laissant épuisé, mais lucide. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de suivi. Pas de message pour me demander si je me sentais mieux. Pas de désolé, nous étions contrariés, parlons-en. Juste un silence froid et lourd qui semblait plus menaçant que n'importe quelle dispute. Ma famille fonctionnait selon un système de règles non dites. Et je venais d'enfreindre la règle cardinale. Tout tourne autour de Clara. Ma sœur Clara avait 24 ans. Pendant que je classais mes manuels universitaires par code couleur et que je travaillais le week-end dans une entreprise de restauration, elle se cherchait. Son art consistait en des toiles d'apparence abstraite qu'elle ne vendait jamais, financées entièrement par mes parents. Il payait pour son appartement de style loft en centre-ville, qu'elle venait de perdre après avoir décidé que l'ambiance n'était pas la bonne. Ses fournitures d'art onéreuses, sa voiture, et ses dîners de réseautage 2 fois par semaine. J'aimais ma sœur. Vraiment. Mais la personne que mes parents décrivaient comme sensible et dévastée n'était pas la personne que je connaissais. La Clara que je connaissais était une maîtresse de la manipulation émotionnelle, capable de produire des larmes sur commande pour obtenir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était toujours ce que j'avais. Je me suis finalement senti assez bien pour conduire. Alors, je me suis bien couverte et je suis allée chez mes parents. J'avais besoin de voir leur visage. J'avais besoin de croire que tout cela n'était qu'un horrible malentendu provoqué par la fièvre. J'ai utilisé mon ancienne clé pour entrer. La maison était calme. Ma mère, Meredith, était dans la cuisine, arrangeant méticuleusement de petits nains en feutrine pour sa boutique Etsy. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et son visage, d'habitude si chaleureux quand elle me voyait, s'est durci en un masque de polie indifférence. « Oh, Alexandra, tu es là. »« Maman, j'ai été malade. J'ai eu la grippe. »« Nous avons été occupés, » a-t-elle dit, sans lever les yeux de son nain. Clara a été très angoissée. Ton père a dû l'emmener au spa hier juste pour la calmer. La cruauté désinvolte de cette phrase, le manque total d'inquiétude pour ma santé, m'a frappé plus durement que l'appel téléphonique initial. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas être sérieuse au sujet de l'appartement. Tu ne peux pas. Ton père et moi sommes très sérieux, a-t-elle dit, coupant un fil avec une force inutile. Nous t'avons donné un bon foyer. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. Le fait que tu accapares ton succès comme ça, c'est juste laid, Alexandra. Nous t'avons élevé pour partager.
Partager ce que je gagne, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré moi. J'ai partagé une chambre avec Clara pendant 16 ans. J'ai partagé mes vêtements. J'ai partagé ma voiture quand j'en ai eu une. Je ne partage pas ma maison. La maison que j'ai achetée avec mon propre argent. De l'argent auquel vous n'avez jamais contribué. Ne prends pas ce ton avec moi, a-t-elle rétorqué, me regardant enfin. Ses yeux étaient froids. Tu as toujours eu un côté méchant. Toujours si compétitive avec ta sœur. Je ne suis pas compétitive, ai-je crié. Je ne fais qu'exister. Je vis ma vie. Pourquoi mon succès est-il une attaque personnelle contre elle? Parce que tu sais qu'elle n'est pas aussi résistante que toi, a dit Meredith. Et le mot a résonné comme une gifle. Elle a besoin d'aide. Tu as toujours été la plus forte, Alexandra. C'est ton travail de prendre soin d'elle. C'est ton travail, maman. Nous avons été interrompus par le bruit de la porte d'entrée. Mon père et Clara sont entrés en riant de quelque chose. Ils se sont tous les deux arrêtés net en me voyant. Clara, qui avait l'air parfaitement en bonne santé et détendue après sa journée au spa, s'est immédiatement cachée derrière mon père, les yeux écarquillés par une peur fabriquée de toutes pièces, comme si j'étais une menace. Alexandra, a dit mon père, se plaçant devant Clara de manière protectrice. Je suis surpris de te voir ici. Je pensais avoir été clair sur notre position. Tu l'as été, ai-je dit, les mains serrées en poing. Je suis ici pour clarifier la mienne. Ça n'arrivera pas. Vous ne touchez pas à mon appartement. Vous ne mettrez pas votre nom sur mon acte de propriété. C'est de la folie. Clara a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Pourquoi cries-tu, Alex? Tu me fais peur. Tu es juste tellement capitaliste à ce sujet. Je l'ai dévisagé. Capitaliste. Je suis capitaliste parce que j'achète une maison. Tu me le frottes juste sous le nez, a-t-elle gémi, la lèvre tremblante. Tu sais que je galère avec mon art et tu vas faire ça. Tu essaies de me faire me sentir toute petite. Maman, papa, elle essaie de me faire me sentir toute petite. Nous savons, ma chérie. Tout va bien. Ma mère a roucoulé, se précipitant pour la serrer dans ses bras. Mon père s'est contenté de me regarder, son regard inflexible. C'est ta dernière chance d'être raisonnable, Alexandra. Fais ce qu'il faut. Signe les papiers ou nous serons forcés d'engager des poursuites judiciaires. J'ai ri. C'était un son sec, incrédule et douloureux. Des poursuites judiciaires? Sur quel motif? Sur quelle planète avez-vous un droit sur ma propriété? Mon père, l'associé principal, l'homme qui connaissait la loi, a simplement souri. C'était un sourire fin et terrifiant. Nous pensons avoir un dossier très solide pour fiducie par construction et enrichissement injuste. Nous soutiendrons que toute ton éducation et une part importante de ton éducation ont été financées avec l'accord implicite que tu soutiendrais cette famille. Ton achat de cet appartement, sans nous consulter, est une rupture de ce contrat familial. Tu t'es enrichi injustement aux dépens de Clara. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était absurde. C'était de la folie. Mais il le disait avec tellement de confiance. Lui, un comptable, me menaçait avec des termes juridiques qu'il avait clairement cherchés. Vous êtes fous, ai-je chuchoté. Vous êtes tous fous. Je me suis retourné et j'ai passé la porte. Pendant que je conduisais pour retourner à mon minuscule studio, une pensée continuait de tourner dans ma tête. Ils allaient vraiment le faire. Ils allaient essayer de me poursuivre en justice. Mes propres parents. Ils pensaient tout savoir. Ils pensaient avoir toutes les cartes en main. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié ce que je faisais vraiment dans la vie. Je n'étais pas seulement une analyste financière. Ma spécialité était la comptabilité médico-légale. Et je savais avec une certitude écœurante exactement où chercher. La lettre est arrivée une semaine plus tard. Ce n'était pas un message ni un appel téléphonique. C'était une enveloppe formelle, d'apparence terriblement officielle, livrée par un coursier. C'était une lettre de mise en demeure d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains tremblaient pendant que je lisais le jargon juridique. C'était exactement ce dont mon père m'avait menacé. La lettre alléguait que j'avais exploité les ressources de ma famille pour mon propre profit.
Elle affirmait que mes parents m'avaient fourni un soutien financier important pour mes études et mes frais de subsistance, créant une fiducie par construction avec l'attente que je subviendrais en retour aux besoins de ma sœur Clara. Mon achat de l'appartement était, selon les mots de leur avocat, un détournement d'actifs désigné par la famille et un acte d'enrichissement injuste. Ils exigeaient que j'ajoute le nom de Clara sur l'acte de propriété dans les 30 jours ou que je fasse face à un procès qui chercherait à forcer la vente de l'appartement afin que les bénéfices soient équitablement distribués. J'ai dû m'asseoir. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'en avais la nausée. J'ai regardé autour de mon studio. Absolument chaque chose qui s'y trouvait, de mon canapé d'occasion à mon ordinateur portable reconditionné, je l'avais payé moi-même. J'avais cumulé 3 emplois. J'étais serveuse, surveillante de bibliothèque, et je donnais des cours de calcul aux étudiants de première année. J'avais contracté des prêts étudiants, que je remboursais encore, précisément pour ne pas avoir à leur demander un centime. Je vivais de nouilles instantanées et du café gratuit du campus. L'idée que je m'étais enrichi injustement était si grotesquement fausse que cela ressemblait à un viol. Le véritable enrichissement injuste, c'était Clara. Elle était l'épicentre du dysfonctionnement de notre famille. Toute mon enfance était une chronologie de ses besoins éclipsant ceux de tous les autres. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné le concours d'orthographe de l'État. Mes parents ne sont pas venus parce que Clara avait mal à la tête et avait besoin qu'il reste à la maison pour regarder un film avec elle. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, avec la plus haute distinction, mon dîner de célébration a été écourté parce que Clara a annoncé qu'elle rompait avec son petit ami et ne pouvait pas supporter mon énergie suffisante. Ma mère, Meredith, était la principale complice. Toute son identité consistait à être la protectrice de Clara. Sa boutique Etsy infructueuse n'était qu'une façon de passer le temps. Son vrai travail était de gérer les émotions de Clara. Elle ne me voyait pas comme une fille, mais comme une ressource, un outil stable et fonctionnel qui pouvait être exploité pour soutenir la véritable enfant, la sensible. Ma force n'était pas une qualité dont il fallait être fier. C'était une obligation. Mais mon père, Richard, était le véritable antagoniste. C'était lui qui détenait le pouvoir. En tant qu'associé principal dans un grand cabinet comptable, il maniait l'argent et l'autorité comme des armes. C'était un homme obsédé par les apparences. Il avait besoin que le monde le voie comme un patriarche bienveillant, un homme qui a réussi avec une famille parfaite. L'incapacité de Clara à prendre son envol était une tache sur cette image. Mon succès, dans sa vision tordue, ne faisait que souligner l'échec de Clara, le faisant mal paraître. Sa solution n'était pas d'aider Clara à grandir. C'était de me tirer vers le bas. En me forçant à partager mon appartement, il ne se contentait pas d'apaiser Clara. Il restaurait l'équilibre de son portrait de famille parfaite. Il mettait tout le monde sur un pied d'égalité de la manière la plus toxique possible. Et maintenant, il utilisait sa connaissance du monde financier pour essayer de détruire le mien. Les poursuites judiciaires étaient un mensonge, mais c'était un mensonge calculé. Il savait qu'une bataille juridique, même futile, serait dévastatrice pour moi. J'étais une analyste de 26 ans. Toute ma carrière était bâtie sur l'intégrité et la probité financière. Des poursuites alléguant un détournement de fonds et un enrichissement injuste pourraient me faire renvoyer. Ce serait une tache noire permanente dans mon dossier. Il n'essayait pas seulement de voler mon appartement. Il essayait de briser ma vie entière. Il utilisait ma plus grande force, mon indépendance financière, et la transformait en arme contre moi. Il savait que je n'avais pas les ressources nécessaires pour mener une longue bataille juridique contre un homme ayant ces relations. Il comptait sur moi pour me coucher, pour céder, afin de protéger la carrière que j'avais mis tant d'efforts à construire. J'ai relu la lettre, son audace pure, la froide cruauté corporative de la stratégie de mon père. Il n'avait même pas appelé. Il avait envoyé un avocat. C'est à ce moment-là que le chagrin et le choc se sont finalement dissipés, laissant place à une rage froide et dure. Il pensait être le seul expert financier de la famille. Il pensait que je n'étais qu'une enfant qui jouait avec des chiffres. Il pensait que j'aurais peur. Il avait tort. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié que pendant qu'il était occupé à apprendre à Clara comment être une victime, j'apprenais par moi-même comment être une chasseresse. Et je savais tout de ses secrets. Le tournant n'a pas été un moment de courage. C'était un moment de calcul froid et pragmatique. Ils avaient déclaré la guerre.
Je devais arrêter d'être une fille et commencer à être une analyste. Mon premier appel a été pour un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais la meilleure et la plus impitoyable avocate spécialisée en litige civil que j'ai pu trouver, une femme nommée Madame Evans, dont la réputation de démonter les poursuites frivoles était légendaire. J'ai utilisé l'intégralité de mon fonds prévu pour les nouveaux meubles pour payer ses honoraires de provision. Lorsque je lui ai expliqué la situation, sa réponse a été sèche. Eh bien, c'est certainement inédit. Et par inédit, j'entends un acte de mauvaise foi stupéfiant. Elle a confirmé mes craintes. Ils ne peuvent pas gagner, Alexandra, mais ils peuvent vous coûter cher. Ils vont déposer des requêtes, exiger des communications de pièces, faire traîner cela en longueur. Ils comptent sur vous pour que vous vous saigniez financièrement avant même de voir une salle d'audience. Notre travail est de trouver un moyen de pression, quelque chose de si énorme, de si définitif que cela fasse disparaître ces poursuites du jour au lendemain. Je crois que je l'ai, ai-je dit, la voix basse. Mais j'ai besoin d'en être sûr. C'est là qu'intervenait mon piège astucieux. Ce n'était pas un piège physique. C'était un piège numérique. C'était une anomalie que j'avais remarquée des années auparavant. Un fil lâche sur lequel je n'avais jamais tiré. Mon père, Richard, l'associé principal, l'homme à l'intégrité inattaquable, était une créature d'habitude. Et l'une de ses habitudes était la comptabilité créative. Pas dans son cabinet. Il était trop intelligent pour ça à la maison. Des années auparavant, alors que j'étais à l'université et que j'étudiais la comptabilité médico-légale, je lui avais proposé de l'aider à numériser ses anciens dossiers papier pour ses impôts personnels. Il avait ri et m'avait appelé sa petite calculatrice. Il m'a donné des boîtes de dossiers, pensant que je faisais juste de la saisie de données, mais ce n'était pas le cas. J'analysais. Et je l'ai trouvé. Un compte d'épargne séparé. Une caisse noire qu'il appelait le fonds de soins Clara. C'était un compte que ma mère et lui alimentaient depuis des années, siphonnant de l'argent de leurs comptes principaux. Mais ce n'était pas l'existence du fonds qui posait problème. C'était la source de l'argent. Mon père gérait la succession de notre tante âgée, sa propre sœur, la tante Lydia, qui se trouvait dans un établissement de soins de longue durée en raison de sa démence. Il était son fiduciaire, son fondé de pouvoir. Et j'ai vu les transferts. De petits montants réguliers et apparemment inoffensifs passant du compte en fiducie de la tante Lydia au fonds de soins Clara. Des frais de gestion par-ci, un remboursement par-là. C'était méthodique. C'était caché. Et c'était hautement illégal. C'était un crime d'abus financier sur personne âgée. Il pensait l'avoir parfaitement caché. Mais c'était moi qui avais construit la feuille de calcul. J'avais vu les numéros de compte. Je les avais mémorisés. Je n'avais jamais dit un mot. Je m'étais dit que c'était une erreur, un malentendu. Mais maintenant, voyant de quoi il était capable, je savais que ce n'en était pas une. Maintenant, je devais le prouver. Je ne pouvais pas accéder à ses relevés bancaires personnels. Mais j'étais une analyste médico-légale. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de montrer le schéma. Le moyen de pression n'était pas seulement l'argent. C'était le crime. J'ai passé les 2 semaines suivantes à travailler mes journées normales de 12 heures, puis à rentrer chez moi dans mon minuscule studio pour travailler encore 8 heures. J'ai recoupé les dates, les montants et les dossiers publics. J'ai extrait les registres de propriété de la maison de ma tante, qu'il avait vendue pour payer ses soins. J'ai trouvé le prix de vente. Ensuite, j'ai examiné les dépenses répertoriées pour son établissement de soins. Les chiffres ne correspondaient pas. Il y avait un excédent massif, un excédent qui avait disparu. J'ai compilé mes découvertes dans un fichier sécurisé, une feuille de calcul, une chronologie, un résumé des transferts. C'était un audit précis, professionnel et absolument dévastateur des finances personnelles de mon père. Ensuite, je suis allé chercher la pièce finale. J'ai contacté un détective privé, un contact que Madame Evans m'avait donné pour faire une vérification du bien-être de ma tante Lydia. J'avais besoin de connaître son état actuel et j'avais besoin de savoir à quoi ressemblaient les rapports fiduciaires officiels de mon père. Le rapport du détective est revenu une semaine plus tard, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. La tante Lydia se trouvait dans un établissement financé par l'État, propre mais basique. La maison de soins privée haut de gamme dans laquelle mon père prétendait qu'elle se trouvait,
Elle en avait été retirée il y a plus d'1 an. Il avait dégradé ses soins, empoché la différence, et la laissé vivre ses derniers jours aux frais des contribuables pendant qu'il finançait le style de vie artistique de ma sœur et me poursuivait pour mon propre argent durement gagné. L'homme qui m'accusait d'enrichissement injuste détournait activement les fonds de sa propre sœur vulnérable et malade. Mon piège était tendu. Il ne s'agissait plus de mon appartement. Il s'agissait de justice pour la tante Lydia et de montrer à mon père, l'associé principal, ce qu'une véritable analyste pouvait faire. Mon avocate, Madame Evans, a envoyé une réponse formelle au cabinet d'avocats de mes parents. C'était un chef-d'œuvre de retenue juridique. Elle déclarait simplement que leurs affirmations étaient catégoriquement fausses, sans fondement, et semblaient être un acte de harcèlement familial malveillant. Elle rejetait leur demande dans son intégralité et déclarait que toute tentative de déposer une plainte serait accueillie par une défense vigoureuse et robuste, incluant une demande reconventionnelle pour tous les frais de justice et dommages et intérêts. Je savais que cela ne suffirait pas. Mon père fonctionnait sur le principe de l'escalade. Il verrait cela comme un coup de bluff. Je devais lui montrer mon jeu, mais je devais le faire selon mes propres termes. Mes parents ont, comme prévu, exigé une médiation familiale. Leur avocat a envoyé la demande à Madame Evans, qui l'a déconseillée. C'est un piège, Alexandra. Ils veulent vous coincer dans une pièce et vous intimider. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que j'y vais. Mais ce ne sera pas une médiation. Ce sera une présentation. Nous nous sommes retrouvés au cabinet d'avocats qui représentait mes parents. La salle de conférence était froide et opulente, toute de bois sombre et de chaises en cuir. Mes parents, Richard et Meredith, étaient assis d'un côté de la table massive, formant un front uni et lésé. Clara était assise entre eux, son téléphone sur les genoux, l'air profondément ennuyé. Leur avocat, un homme mielleux nommé Harrison, était assis en bout de table. Je suis entré seul, ne portant rien d'autre que mon ordinateur portable. Madame Evans était en attente, mais je devais faire cela moi-même. Alexandra, merci d'être venue, a commencé Harrison, remuant des papiers. Nous sommes ici pour trouver une solution à l'amiable. Mes clients sont profondément blessés par vos actions égoïstes, mais ils sont prêts à se montrer magnanimes. Je vais vous arrêter tout de suite, monsieur Harrison, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table et je l'ai ouvert. Nous ne sommes pas ici pour discuter de mon appartement. Nous sommes ici pour discuter du compte numéro 4771B, le fonds de soins Clara. Ma mère et Clara ont paru confuses. Le sang de mon père a quitté son visage. Il n'a pas seulement pâli. Il a pris une teinte grisâtre et maladive. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une panique pure et absolue. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il balbutié, une tentative pathétique de bluff. Vraiment? J'ai tourné l'écran de mon ordinateur portable pour qu'ils puissent tous voir. Il y avait la feuille de calcul, mon chef-d'œuvre. Examinons cela. Il s'agit d'un fonds privé auquel maman et toi contribuez depuis 2018. Très responsable. Le problème, ai-je dit en cliquant sur un nouvel onglet, est la source de ces contributions. J'ai affiché la chronologie. Le 1er juin 2019, tu as vendu la résidence principale de tante Lydia. Voici le relevé de clôture. Un bénéfice net de 850 000 $. Le 3 juin, 150 000 $ ont été transférés de sa fiducie vers le fonds de soins Clara et codés comme des frais de gestion fiduciaire. Des frais de 17%, papa. C'est un peu cher, non? Alexandra, ce sont des affaires de famille privée. Mon père a sifflé, essayant de reprendre le contrôle. Tu n'as aucun droit. J'en ai tout à fait le droit, ai-je rétorqué, et ma voix résonnant dans la pièce silencieuse l'a fait tressaillir. Tu en as fait mon affaire quand tu m'as poursuivi en justice. Tu m'as accusé d'enrichissement injuste. Parlons d'enrichissement injuste. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. C'était une comparaison côte à côte. D'un côté, les factures mensuelles du véritable établissement géré par l'État où tante Lydia vit, 4 200 $ par mois. De l'autre côté, les rapports fiduciaires déposés à la banque que tu soumettais, affirmant que tu payais pour une suite de luxe privé dans un autre établissement. 14 000 $ par mois. Où va cette différence de 9 800 $ par mois, papa, ai-je demandé, ma voix dangereusement basse.
Je sais où elle allait. Cela a payé le loft de Clara en centre-ville pendant 2 ans. Cela a payé sa BMW. Cela paie Monsieur Harrison. Tu me poursuis avec de l'argent volé. Ma mère a semblé horrifiée. Richard, de quoi parle-t-elle? C'est l'argent de Lydia. C'est pour ses soins. Elle ment, Meredith. Mon père a rugi, frappant la table de la main. Elle a falsifié ses documents. C'est de la diffamation. C'est de la calomnie. Clara a fini par lever les yeux de son téléphone, les yeux écarquillés. Papa, tu m'avais dit que l'argent de tante Lydia avait disparu. Tu m'avais dit qu'elle allait bien. Elle va bien, a-t-il insisté. Vraiment, ai-je dit. J'ai cliqué sur le dernier onglet. C'était le rapport du détective privé, complété de photographies datées. Des photos d'une petite chambre stérile. Des photos de la tante Lydia, l'air maigre et confus dans une chemise d'hôpital standard. Voici où vit ta sœur, papa, ai-je dit. Pendant que ta fille est au spa, pendant que tu es dans cette pièce à $500 de l'heure en train d'essayer de voler ma maison. Ma mère a laissé échapper un sanglot étranglé et s'est couvert la bouche. Même Clara avait l'air malade. L'avocat de mon père, Harrison, essayait frénétiquement de me faire taire. Cette réunion est terminée. C'est irrecevable. Vous menacez mon client. Je ne menace personne, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable. Je ne fais que présenter les faits. Vous, monsieur Harrison, êtes maintenant officiellement averti que votre client utilise des fonds obtenus par le biais d'un crime d'abus financier sur personne âgée pour payer votre provision. Je vérifierai ce chèque si j'étais vous. Je me suis levé et j'ai regardé mon père. Son masque d'autorité avait disparu. Il n'était plus qu'un homme terrifié et coupable, démasqué. Abandonne les poursuites, ai-je dit, la voix glaciale. Abandonne-les aujourd'hui. Tu ne me contacteras plus jamais, au grand jamais, au sujet de mon appartement, et tu vas ramener la tante Lydia dans sa maison de soins d'origine. Tu vas rembourser chaque centime que tu lui as volé. Si je vois ne serait-ce que l'ombre de ce procès, ce dossier entier ira au procureur, au fisc, et au conseil des experts comptables de l'État. Suis-je clair? Mon père s'est contenté de me dévisager, ouvrant et fermant la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. Suis-je clair? Il a finalement hoché faiblement la tête. Je suis sorti de la salle de conférence, la tête haute, laissant les ruines de ma famille derrière moi. Je pensais que ce serait la fin. Je le pensais vraiment. Je m'attendais à des excuses rampantes, à une retraite terrifiée. Ce que j'ai eu à la place, c'est une démonstration effrayante de la profondeur de leur déni. Les poursuites ont été abandonnées. Madame Evans l'a confirmé dans les 24 heures, mais la guerre n'était pas finie. Elle s'était juste déplacée. Mon père, Richard, est passé en mode contrôle des dégâts. Il ne pouvait pas me combattre sur les faits, alors il a essayé de détruire ma réputation. Il a commencé une campagne de dénigrement discrète et insidieuse. J'étais instable. J'étais erratique. J'avais fait chanter ma propre famille. Il était associé principal. Ses murmures avaient du poids. J'ai entendu par un collègue que mon père avait mentionné avec désinvolture à une connaissance commune lors d'un dîner de charité qu'il était profondément inquiet pour l'état mental d'Alexandra. C'était son nouvel angle d'attaque. Je n'étais plus une analyste qui avait découvert un crime. J'étais une fille hystérique qui s'était inventé un fantasme. Mais les tentatives les plus désespérées et franchement pathétiques sont venues de ma mère et de ma sœur. Ma mère, Meredith, a commencé à me laisser de longs messages vocaux larmoyants. C'était un torrent de culpabilisation émotionnelle. Comment as-tu pu faire ça à ton père, pleurait-elle au téléphone. Il a fait une erreur. Il essayait juste de subvenir aux besoins de sa famille, de Clara. Et toi, tu te retournes contre lui comme un serpent après tout ce qu'il a fait pour toi. Tante Lydia va bien. Elle ne sait même pas où elle est. Mais tu as brisé le cœur de ton père. Tu as brisé cette famille. Clara, de son côté, est passée à l'attaque. Ses difficultés artistiques se sont soudainement retrouvées au premier plan. Elle a publié une série de diatribes vagues et passives-agressives sur ses réseaux sociaux, se dépeignant comme la victime d'un membre de la famille insensible et matérialiste qui les avait tous trahis pour un tas de briques. Certaines personnes accordent plus d'importance à l'argent qu'à la famille, pouvait-on lire dans un message, au-dessus d'une photo d'elle regardant pensivement une toile.
Si triste de voir quelqu'un perdre son âme. Elles essayaient de reprendre le contrôle de l'histoire pour me dépeindre comme la méchante. Mais elles ne comprenaient toujours pas. Je ne faisais plus que réagir. Je montais un dossier. Ma confrontation au cabinet d'avocats n'était que la première étape. Le piège n'était pas seulement le dossier. C'était ce que j'allais en faire ensuite. Ils ont donc abandonné les poursuites, a dit Madame Evans au téléphone. Mais vous n'êtes pas satisfaite, n'est-ce pas? Il me calomnie et il n'a pas déplacé tante Lydia, ai-je dit, la voix froide. J'avais vérifié. Elle était toujours dans l'établissement géré par l'État. Il pense que je serai simplement heureuse que le procès ait disparu. Il pense que je vais laisser tomber le reste. Il a tort. Quelle est votre prochaine action, Alexandra? Je donne le dossier aux autorités, ai-je dit. Mais pas seulement au procureur. C'est trop lent. Je m'adresse aux personnes qui peuvent l'arrêter maintenant. J'avais déjà fait mes recherches. Je n'étais pas seulement une fille. J'étais une experte comptable médico-légale avec un grief. Je savais exactement sur quel levier tirer. J'ai compilé tout mon dossier, les feuilles de calcul, les virements bancaires, les photos du détective privé, la chronologie du procès dans un paquet numérique crypté et sécurisé. Mon premier appel a été pour les services de protection des adultes. J'ai déposé un signalement formel et détaillé pour abus financiers sur personnes âgées, complet avec toutes mes preuves. Je n'étais pas anonyme. J'ai mis mon nom, ma profession et mes coordonnées dessus. Je voulais qu'ils sachent que j'étais un témoin crédible. Mon deuxième appel a été pour le Conseil professionnel de l'Ordre des experts comptables de l'État. J'ai déposé une plainte formelle en matière d'éthique contre Richard, associé principal, alléguant une faute fiduciaire grave, un détournement de fonds et des actes de turpitude morale. Pour un comptable, une plainte en matière d'éthique comme celle-ci est une condamnation à mort. Elle déclenche un audit immédiat et invasif de sa vie professionnelle et personnelle. Mon action finale a été la plus difficile. Je devais faire face à ma famille une dernière fois. J'avais besoin de voir ma mère et ma sœur et de leur donner une ultime chance de se dissocier des crimes de mon père. Je suis allé chez eux. Mon père n'était pas à la maison. J'avais calculé mon coût. Ma mère et Clara étaient dans le salon. Quand ma mère m'a vu, elle s'est immédiatement levée. Alexandra, Dieu merci, ton père est une épave. Tu dois t'excuser. Je ne suis pas ici pour m'excuser, maman. Je suis ici pour vous donner un conseil, ai-je dit. J'ai posé 2 lettres sur la table basse. Ceci est une copie du signalement que j'ai déposé auprès des services de protection des adultes. Et cela est une copie de la plainte en matière d'éthique que j'ai déposée contre papa auprès du Conseil de l'Ordre de l'État. Le visage de Meredith est devenu blanc. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait. C'est fait. Une enquête est ouverte. Ils vont geler le compte en fiducie de la tante Lydia et ils vont auditer toutes les finances personnelles de papa pour les 10 dernières années. Clara a fini par parler, sa voix tremblante d'une vraie peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que va-t-il se passer? Cela veut dire, ai-je dit en la regardant directement, que le fonds de soins Clara est sur le point d'être saisi comme preuve. Cela veut dire que papa va très probablement perdre sa licence. Cela veut dire qu'il risque des poursuites pénales. Cela veut dire que l'argent a disparu. En totalité. Espèce de monstre, a chuchoté ma mère, les larmes aux yeux. C'est ton père. Et tante Lydia et sa sœur, ai-je rétorqué. Et je suis sa fille qu'il a essayé de ruiner parce que je refusais de le laisser me voler. C'est lui qui a fait ça, pas moi. J'ai regardé ma mère, le cœur douloureux d'une décennie de déception. Il va tout perdre, maman, et il va essayer de t'entraîner dans sa chute avec lui. Tu dois prendre un avocat. Tu dois te protéger. Je me suis tourné vers Clara. Et toi, tu dois trouver un travail, pour de vrai cette fois. Clara s'est contentée de me dévisager, le visage figé dans un masque d'incrédulité. Le sortilège était rompu. La banque de papa et maman, la source de financement magique et inépuisable de sa vie artistique, avait disparu. Son protecteur, son complice, était sur le point d'être exposé aux yeux du monde comme un vulgaire voleur. Tu le regretteras, Alexandra, a crié ma mère alors que je me dirigeais vers la porte. Tu finiras toute seule. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte. Je suis seule depuis des années,
maman. C'est juste que je ne paie plus pour ce privilège. La chute a été plus rapide et plus spectaculaire que je ne l'aurais imaginé. Le Conseil de l'Ordre des experts comptables de l'État a agi avec une vitesse terrifiante. Une violation de l'éthique impliquant un associé principal et un abus potentiel sur une personne âgée était une alerte maximale pour leur réputation. Mon père a été suspendu de son cabinet en l'espace d'une semaine, en attendant les résultats de leur enquête interne. Le cabinet, désespéré de prendre ses distances par rapport au scandale, a publié une déclaration publique au sujet d'un associé en congé pour des raisons personnelles et de leur entière coopération avec toutes les enquêtes de l'État. Son nom, sa photo, tout a été effacé de leur site web du jour au lendemain. L'apogée n'a pas été une dispute criarde. C'était une réunion stérile, sous un éclairage fluorescent, dans le bureau des services de protection des adultes, une réunion à laquelle j'avais été convoqué en tant que témoin principal. Je suis entré et je les ai vus. Mon père, Richard, paraissant avoir vieilli de 20 ans. Son costume onéreux était froissé, son visage était cendré, et il n'était pas assis avec sa famille. Il était assis avec son avocat pénaliste. De l'autre côté de la pièce se trouvait ma mère, Meredith, et ma sœur, Clara. Elles n'étaient pas là pour lui. Elles étaient là avec leur propre avocat. Ma mère, semblait-il, avait finalement suivi mes conseils. Une assistante sociale, Madame Diaz, et un enquêteur du Conseil de l'Ordre de l'État, un homme sévère nommé Monsieur Klein, étaient assis en bout de table. Merci à tous d'être venus, a commencé Monsieur Klein, la voix plate. Nous sommes ici pour discuter du compte fiduciaire de Madame Lydia. Monsieur Richard, notre enquête, provoquée par la plainte déposée par votre fille, Madame Alexandra, a révélé des irrégularités significatives et troublantes. Il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a détaillé, ligne par ligne, de manière systématique, le détournement de fonds de mon père. Il a exposé la chronologie de la vente de la maison, les frais frauduleux, le siphonnage systématique des fonds. Il avait mes feuilles de calcul, désormais vérifiées par des assignations bancaires officielles. C'était mon dossier, ayant pris vie avec toute la puissance de l'État. Au total, a déclaré Monsieur Klein, nous avons vérifié le détournement de 432 000 $ de la fiducie de Madame Lydia sur une période de 4 ans. Ma mère a laissé échapper un petit halètement horrifié. Elle connaissait l'existence du fonds, mais elle n'avait clairement aucune idée de l'ampleur. L'avocat de mon père est immédiatement intervenu. Mon client admet une mauvaise tenue des registres. Il était soumis à un immense stress familial. Il a toujours eu l'intention de rembourser l'argent. Il s'agit d'un conflit familial, et non d'une affaire pénale. Madame Diaz des services de protection des adultes a fini par prendre la parole, la voix remplie d'une colère silencieuse et légitime. Monsieur Richard, il ne s'agit pas d'une erreur de comptabilité. Il s'agit d'un crime d'abus sur personne âgée. Pendant que vous empruntiez cet argent, votre sœur a été transférée d'un établissement de soins de haute qualité vers un service financé par l'État. Sa qualité de vie a été gravement diminuée. Sa fiducie personnelle destinée à ses soins a été utilisée pour financer. Voyons voir. Elle a regardé un papier. Une BMW série 3, 2 ans de loyer pour un appartement de luxe, et des poursuites judiciaires contre votre autre fille. Elle a regardé directement ma mère et Clara. Et quant à vous, Madame Meredith et Madame Clara, vous avez été les bénéficiaires directs de ces fonds volés. Vous viviez sur de l'argent qui aurait dû payer les soins médicaux d'une femme âgée. Clara a finalement craqué. Ce n'était pas une performance. C'était un sanglot brut, laid, de panique pure. Je ne savais pas, a-t-elle gémi. Il m'avait dit que c'était un héritage. Je ne savais pas que c'était volé. Je ne ferai jamais ça. Je ne savais pas. Ma mère se contentait de dévisager mon père, son expression en était une de trahison totale et sans fond. L'homme qu'elle avait soutenu, l'homme qu'elle avait défendu lui avait menti à elle aussi. Il l'avait exposée, elle et leur fille sensible, à la ruine juridique et financière. Monsieur Richard, a dit Monsieur Klein, le Conseil demande la révocation sommaire et permanente de votre licence d'expert comptable, et nous transmettons l'intégralité de notre dossier au bureau du procureur avec une recommandation de poursuite pénale. Ce fut le moment où mon père, l'associé principal de haut vol, l'homme qui m'avait menacé dans ma propre maison, s'est complètement effondré. Il s'est affaissé en avant, a pris sa tête entre ses mains, et ses épaules ont commencé à trembler. Il était un homme ruiné. Je me suis levé. J'en avais assez vu.
Madame Diaz, Monsieur Klein, ai-je dit, ma voix fendant la tension. Merci pour votre travail. J'ai encore une chose à ajouter. J'ai posé un dernier dossier sur la table. Le procès intenté contre moi par mon père a causé une importante détresse professionnelle et émotionnelle. Voici la facture de mon avocate, Madame Evans, d'un montant de 22 000 $. Voici la facture du détective privé d'un montant de 4 500 $. Étant donné que la source prouvable du financement de son procès était l'argent volé de ma tante Lydia, j'attends d'être remboursé intégralement par lui, et non par la fiducie. J'ai regardé mon père une dernière fois. Il a refusé de croiser mon regard. Au revoir, papa. Je suis sorti de ce bureau, je suis passé devant ma sœur en larmes et ma mère abasourdie, et je suis sorti sous un soleil radieux. J'ai pris une grande inspiration. Je me sentais légère, la fièvre que j'avais eue pendant des mois, l'anxiété et la colère avaient finalement disparu. J'étais libre. Les conséquences ont été rapides. Mon père, face à des preuves accablantes, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de crime d'abus financier sur personne âgée. Il a évité la prison en raison de son âge et de l'absence de casier judiciaire, mais le prix à payer a été lourd. Il a perdu sa licence, sa carrière, et a été condamné à 5 ans de mise à l'épreuve et à 1000 heures de travaux d'intérêt général. Le tribunal lui a ordonné de payer une restitution complète. Le fonds de soins Clara a été saisi. Lui et ma mère ont dû vendre leur maison, la maison où j'avais grandi, pour rembourser les 432 000 $ à la fiducie de la tante Lydia et pour payer mes frais de justice. Utilisant mon propre réseau professionnel, j'ai travaillé avec Madame Evans et les services de protection des adultes pour faire nommer un tiers fiduciaire neutre pour la tante Lydia. J'ai utilisé ma connaissance du système pour m'assurer qu'elle soit immédiatement réinstallée dans le meilleur établissement de soins privé de l'État. Son confort et sa sécurité étaient assurés pour le reste de sa vie, le tout payé par les fonds récupérés. Ma mère et mon père ont déménagé dans un petit appartement de location lugubre à l'autre bout de la ville. La boutique Etsy de ma mère était désormais sa principale source de revenus, et ce n'était pas suffisant. Elle a dû trouver un vrai travail comme caissière dans une épicerie. La chute de Clara a été la plus publique. L'argent ayant disparu, elle a été expulsée de son nouvel appartement. La BMW a été saisie. Elle aussi a dû trouver un travail. Elle travaille maintenant comme serveuse dans un café. Ses réseaux sociaux sont silencieux. L'artiste sensible avait finalement été forcée d'affronter le monde réel, et elle n'avait personne à blâmer à part les parents qui l'avaient laissé tomber en ne disant jamais non. Environ 6 mois après la condamnation, j'étais dans mon nouvel appartement. Il était enfin meublé. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, se posant sur mon canapé confortable et les étagères que j'avais construites moi-même. Je buvais du café en lisant le journal du week-end quand mon téléphone a vibré. C'était un message de Clara. Pouvons-nous parler? Mon premier instinct a été de le supprimer, mais j'ai fait une pause. J'ai répondu, d'accord. Nous nous sommes retrouvés dans un parc public à mi-chemin entre mon appartement et le sien, nouveau et beaucoup plus petit. Elle avait l'air différente, plus maigre, fatiguée. Le sentiment que tout lui était dû avait disparu, remplacé par une tristesse profonde et lasse. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit en se tordant les mains sur les genoux. Je ne savais pas, Alex. Je jure que je ne savais pas d'où venait l'argent, mais j'aurais dû. J'aurais dû demander. C'était juste si facile de le prendre, de les laisser te détester à ma place. Elle pleurait de vraies larmes, cette fois. Tu avais raison. J'étais une ratée. Je l'étais. Et au lieu d'arranger les choses, je les ai simplement laissés te punir pour ne pas en être une non plus. Je suis tellement désolé. C'était la première chose vraiment honnête qu'elle m'ait jamais dite. Je ne savais pas si notre relation pourrait un jour redevenir ce qu'elle était, mais je savais qu'elle pourrait devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Je sais, Clara, ai-je dit. Je sais, ce n'est pas grave. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je me suis remise à peindre, a-t-elle dit doucement. Juste pour moi, cette fois, sur des toiles bon marché. Je les ai payées moi-même avec mon salaire de serveuse. J'ai souri, un petit sourire sincère. J'aimerais bien les voir un de ces jours. Elle a levé les yeux, écarquillant les paupières. Vraiment? Vraiment? Ma mère ne s'est jamais excusée. Elle est trop fière, trop enfouie dans son propre ressentiment.
Mon père, je ne lui ai pas parlé depuis l'audience et je ne pense pas que je le ferai un jour. Certaines trahisons coupent trop profondément. Mais alors que je retournais vers mon appartement, ma maison achetée avec mon travail, défendue avec mes compétences, je me sentais en paix. J'avais perdu la famille que je pensais avoir, mais je m'étais trouvé moi-même. J'avais prouvé que mon travail, mon intégrité et ma résilience n'étaient pas des faiblesses à exploiter. C'était mon armure. Et j'étais, pour la première fois de toute ma vie, véritablement, justement et complètement enrichi.